Donc, je suis vraiment bien content d'être avec toi puis ta gang, puis tous ceux qui sont joints à nous pour cette rencontre-là. Notre objectif général, c'est justement d'entrer dans ces idées-là de design associées à les notions de micro-fermes qui sont super intéressantes, qui attirent beaucoup, beaucoup de gens, qui intéressent beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent à démarrer ce genre de petites entreprises agricoles. Et ça vient avec un paquet de challenges. On voit ce que d'autres font. Et ce que d'autres font est super intéressant, ça peut être super inspirant, mais on ne peut pas nécessairement copier ce que d'autres font. Et j'aime beaucoup justement la manière dont tu partages l'information, Lauriane, où est-ce que tu parles de qu'est-ce que toi tu fais, mais tu sais, il y a toujours plein d'options, il y a toujours beaucoup d'ouverture à regarder les possibilités. Et puis, c'est vraiment dans l'esprit de la permaculture où est-ce que on est tout le temps en train de s'adapter, de trouver des meilleures méthodes à mesure qu'on avance, de faire évoluer ce avec quoi on travaille, notre design, le résultat de ce qu'on a créé. C'est pas fixe, c'est évolutif. Et puis, on se laisse de la place pour être créatif, ce qui est vraiment important. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc, on va parler de design et de micro-ferme. Puis, évidemment, on va avoir du temps pour les questions par la suite, qui est, d'après moi, qui va être un petit peu le moteur. Donc, Lauriane, ça va être la gestionnaire des questions, puis elle-même contribuer, bien sûr, avec son savoir, son expérience dans son entreprise. Et donc, design et micro-ferme, euh, qui je suis, en gros, Wen, c'est mon nom. J'ai étudié à l'ITA de Saint-Hyacinthe en TPHE, en technologie production horticole. Donc, je suis technicien horticole. Et à la fin de mes études, je n'étais pas sûr dans qu'est-ce que j'allais faire avec ça, puis même si j'allais continuer dans ma troisième année. Puis il y a un de mes amis qui m'a partagé un livre sur la permaculture, mon ami Martin. Et puis, euh, et puis ça m'a vraiment allumé. Ça m'a fait faire un paquet de liens, de connexions, de choses qui me décourageaient. Puis je voyais, ah, ben avec ça, je pourrais faire ça. Puis il y avait vraiment quelque chose qui m'a stimulé et j'ai fini mes études. Et bon, j'ai pataugé un petit peu, mais j'ai fait après ça beaucoup d'agriculture terrain, mais qui impliquait beaucoup des humains, qui impliquait beaucoup de la réflexion. Et ça m'a totalement allumé. Et bon, j'ai commencé après ça à offrir des formations, à offrir mes services, etc. Donc, j'ai été formateur et concepteur sur de nombreux projets un petit peu partout au Québec. Et depuis 2020, je suis designer de support avec la firme United Designers International qui travaille un petit peu partout dans le monde. Et puis, je suis vraiment fier, on fait du beau travail. Mes compagnons, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, ben, moi, avec eux, je travaille sur plusieurs projets ici au Québec avec d'autres partenaires, mais toujours avec leur support. C'est vraiment une belle équipe. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur mon site web designécologique.ca. Et donc, au niveau de la permaculture, quand on essaie de l'encapsuler, c'est difficile d'avoir des définitions précises, mais je vais vous donner une des définitions du fondateur de la permaculture, Bill Mollison. Donc, la permaculture, c'est une philosophie qui consiste à travailler avec la nature plutôt que contre elle. Donc, vraiment de travailler dans le sens de la nature, d'observer de façon prolongée et réfléchie, plutôt que de faire du travail prolongé et irréfléchi. Donc, pas gaspiller son énergie. Et de considérer les plantes et les animaux, les structures, dans toutes leurs fonctions, plutôt que de se limiter à une vision à une seule dimension. Et ça, c'est un des points en permaculture qu'on essaie toujours de mettre de l'avant, c'est que ce que l'on inclut dans notre design de ferme ou de maison ou de ville, ou peu importe la grosseur, l'échelle du design et sur quoi on l'impose, ils ont plusieurs fonctions. Si j'ai une serre, ben oui, c'est pour faire pousser des légumes, mais ça peut être aussi un abri pour mes animaux. Ça peut être aussi un endroit où je récupère de l'eau de pluie. Ça peut être une manière de chauffer une autre section qui, elle, est un bâtiment. Ou est-ce que peut-être j'ai ma salle de semis? Bon, etc. Il y a moyen de toujours intégrer, de connecter. On ne se limite pas à une seule dimension de ce avec quoi on travaille. Pas plus quand on démarre une entreprise, une micro-ferme ou une autre entreprise, qu'on se limite à l'idée d'une seule dimension au niveau de qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc oui, je produis des légumes pour gagner ma vie. Ben, il y a d'autres raisons. Il y a des capitaux financiers, qui est l'argent, c'est certain, mais il y a le capital naturel aussi. Un capital qui représente toute la nature, les plantes, les arbres, les insectes, les oiseaux. Donc, on pourrait encourager le capital
naturel, en plantant des arbres qui attirent certains oiseaux, en ayant des cabanes d'oiseaux, des cabanes à chauves-souris, ce genre de choses-là. Non seulement on s'aide nous-mêmes parce que c'est des alliés qui chassent des insectes, mais en plus, on ajoute à notre capital qui est naturel. Après, il y a le capital social, ou est-ce que c'est nos relations, nos amis, nos connaissances. On peut même rajouter à ça au niveau des réseaux sociaux, parce que le travail que Lauriane fait quand elle partage l'information, ben, elle crée d'une certaine façon un capital social, relationnel, où est-ce qu'elle partage des choses, puis les gens partagent aussi en retour. Ensemble, aujourd'hui, on est en train de faire ça, on partage ces relations-là, puis on fait grandir ce capital-là. Donc, vraiment, la définition, j'aime beaucoup cette définition-là de Bill Mollison, le fondateur de la permaculture. Une autre définition d'un de mes maîtres, Larry Santoyo, la permaculture, ce n'est pas une méthode de jardinage spécifiquement ou un nouveau type d'agriculture. C'est vraiment une approche qui vise la résolution de problèmes. C'est de la pensée critique, la permaculture. Et donc, on utilise la permaculture au lieu de faire de la permaculture. Et quand on utilise la permaculture, on est dans un processus. On est dans un processus de design écologique, on est dans un processus d'évaluation, de compréhension. Et quand on est dans ce processus-là, on est capable de vraiment trouver les meilleures solutions qui sont adaptées à notre contexte. Parce que chacun de vos contextes est unique, vraiment unique. Et si on vous donne une recette, il y a peut-être je sais pas moi, je dis ça vraiment 50 de chances que ça fonctionne chez vous, 50 de chances que ça ne marche pas selon le type de recette qu'on vous donne. Mais en réalité, toute recette est contextuelle. Donc, il y a certains éléments qu'on doit avoir, certains outils, un certain type de sol, un certain type d'environnement, même un type de marché. Et donc, quand on regarde votre réalité unique, on ne peut pas prendre une recette puis l'appliquer intégralement. Il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui fait que cette recette-là marche bien chez mon ami ou ma connaissance ou cette autre personne-là qui est très populaire puis que tout le monde voit puis que tout le monde essaie d'émuler. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour cette personne-là et comment moi je pourrais prendre cette information-là puis essayer de la développer pour que ça fonctionne bien chez moi. Donc, la permaculture cherche à toujours être dans ce processus-là au lieu de dire « Ah, voici ma ferme en permaculture, c'est fini, je l'ai designé avec la permaculture, puis maintenant, je fais quoi? » Tu sais, il y a toujours un processus qui est d'ajustement. Comme je disais au début, on essaie de faire des systèmes qui vont être évolutifs, qui vont évoluer avec ce que l'on crée. Et donc, une définition, moi, que j'aime beaucoup, que je partage, c'est que c'est une science appliquée du design écologique, la permaculture, qui cherche à combler les besoins des personnes tout en améliorant le bien-être écologique. La nature, c'est notre inspiration. Ça peut s'appliquer à toutes les sphères de la vie humaine, dont la communauté, l'habitation, l'agriculture, l'économie. Donc, on a besoin d'être meilleur dans nos designs à tous les niveaux, pas juste dans nos fermes. Puis même à l'intérieur de nos fermes, il faut qu'on soit meilleur au niveau aux options qu'on a à l'intérieur, tout ce qui est finance. Je veux dire, quand on démarre une ferme, ce n'est pas juste faire pousser des légumes, il faut les vendre, il faut les conserver, il faut parfois les transformer. Il y a plusieurs niveaux à notre travail et donc, ça s'applique là aussi, les principes et les méthodes dont on parle. Puis bien sûr, ça donne une perspective qui est vraiment positive pour planifier nos projets et puis générer de l'abondance. Puis l'abondance, ça nous permet de sortir du sens de manque qui fait de nous des consommateurs. Moi, j'haïs ça quand on dit les consommateurs, blablabla. Bla, 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 bla. En tant que consommateur, non, je suis un humain, je suis beaucoup plus qu'un consommateur, j'ai beaucoup plus à offrir, puis j'ai besoin de beaucoup plus que juste des choses. Donc, vraiment, on tombe dans cette idée-là de l'abondance, pas de la surabondance parce qu'on gaspille, mais bien de l'abondance qui nous permet d'en avoir assez et de redistribuer de façon à ce que tout le monde aussi en ait assez. Et une des ressources qu'on a en grande quantité, c'est de l'information aujourd'hui. Donc, l'information, il y en a beaucoup. Puis après ça, il faut être capable de séparer la bonne information de la moins bonne et puis être capable de comprendre cette information-là pour la mettre en pratique, lui donner de la valeur. En permaculture, très rapidement, on parle d'une pyramide et à la base de cette pyramide-là, si on regarde la permaculture comme une structure qui doit être solide, on a une vision du monde qui est holistique, donc qui voit le monde comme un système, une approche systémique où est-ce qu'on travaille avec des éléments qui sont en relation et non pas séparés. Si j'ai des poules, puis ma serre, puis mon potager, ils ne sont pas séparés.
il y a des relations à faire entre tout ça, puis plus il y a de relations, mieux c'est. Ensuite, on a nos éthiques, prendre soin de la terre, prendre soin des gens, créer l'abondance et la redistribuer de façon équitable. Ça nous permet de faire des meilleurs choix. Ensuite, on a nos principes de design qui sont nombreux. Beaucoup de gens connaissent les 12 principes de David Holmgren, mais il y en a d'autres qui nous permettent de faire des actions justes en fonction du contexte. Ensuite, on a nos processus de design qui sont des méthodes qui nous amènent à un résultat. Et c'est souvent des cycles ou des toiles qui nous permettent, à travers différentes étapes, d'arriver à un design. Moi, j'utilise beaucoup la méthode Bolradim ou Volradim, la nouvelle version que maintenant j'enseigne, qui est, au lieu de parler de but au début, on parle de vision. Comme ça, on est capable d'élargir un peu la manière dont on approche les projets. Et après ça, on fait des observations, on regarde les limites, on regarde nos ressources, on analyse tout ça. Ensuite, on fait notre design, on l'implante, on le gère, on l'entretient, etc. Donc, c'est une méthode qui nous permet d'y aller. Et il y en a plusieurs. Ça, c'est juste une de celles-ci. Finalement, à la fin, il y a les stratégies et les techniques. Les stratégies et les techniques, c'est ce qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut avoir les techniques et les stratégies. Ils veulent faire des buts, ils veulent mettre du pays. C'est souvent la petite manière de faire les choses. Donc, quand on parle de technique, on parle de comment on fait quelque chose. Une technique, c'est faire une butte, mettre du pays, mettre de l'irrigation, ce genre de choses-là. Une stratégie, ça implique un aspect temporel. Quand on parle de rotation de culture, là, on est dans une stratégie. On fait une rotation de culture à travers les cultures intercalaires, ce genre de choses-là. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, les rotations, tout ça. Même la forêt nourricière, ça peut être considéré comme une stratégie parce qu'on implante avec le temps, on fait évoluer, on doit récolter, on doit tailler, il y a toute une séquence là-dedans. Ce n'est pas juste la plantation. Et donc, beaucoup de gens s'intéressent aux techniques et aux stratégies, mais ne prennent pas en compte les autres aspects de base qui font que la pyramide est solide. Et donc, si on commence par les techniques et les stratégies, on met la pyramide à l'envers. Et une pyramide sur sa pointe, est-ce qu'elle est solide? Non, elle tombe. Et donc, c'est là que moi, j'ai des gens qui me disent permaculture, ça ne marche pas cette affaire-là, j'ai fait des buts, puis il n'y a rien qui a poussé. OK, c'était quoi ton contexte? Quel genre de sol tu as? Est-ce que tu as mis du paillis? Quel type de paillis tu as mis? Quel genre de plante tu as essayé de faire pousser? Ah, tu as un sol sableux léger, très drainant. Une butte, pas une super bonne idée, ça va être pas mal sec. C'est mieux à la place faire ça au niveau du sol, puis même enfoncer un peu tes chemins si tu veux. Comme ça, quand tes chemins sont un peu plus profonds, récupère l'eau en trop. Ça fonctionne un petit peu mieux, puis tes racines, tu les remplis de paillis. Comme ça, tes racines peuvent venir chercher l'eau dans l'éponge qui a été créée par le paillis dans les chemins. Donc là, c'est le plus proche qu'on peut s'approcher d'une recette en permaculture, c'est-à-dire de regarder des paramètres généraux, puis avoir une description de ce qui pourrait fonctionner. Puis après ça, il faut voir par rapport à notre contexte et notre terrain, qu'est-ce que ça donne. Donc, intéressons-nous à cette vision-là de connexion holistique aux éthiques, aux principes et aux processus. Ça aide beaucoup à mieux choisir nos stratégies, nos techniques par la suite. Je vais arriver à l'idée d'une microferme. Qu'est-ce que c'est une microferme pour moi? Puis ça, on en jasera avec vous, puis Lauriane aussi. Tu sais, une microferme, c'est généralement plus petit ou égal à 1 hectare. Ça, c'est ce qui est généralement reconnu. Ensuite, l'objectif, c'est de générer un maximum de production avec un minimum de surface. Donc, on est dans l'intensif. Une grande diversification des produits, légumes, animaux, fleurs, plantes, médicinales, etc. Il y a une grande intégration des éléments pour économiser du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, on veut que nos éléments soient connectés, qu'ils soient là pour plusieurs raisons, qui nous donnent plusieurs récoltes. Quand je regarde mes framboises, ben oui, je peux implanter des framboises pour avoir le fruit, qui est certainement intéressant, mais je peux aussi récolter les feuilles qui sont médicinales. Je peux aussi utiliser les tiges qui vont nourrir mes lapins ou d'autres rongeurs qui aiment beaucoup les tiges. C'est vraiment délicieux pour eux. Donc, on regarde la diversité et l'intégration qu'on peut faire avec cette diversité-là. On va positionner nos éléments pour qu'ils soient en relation les uns avec les autres, donc avoir le maximum de connexions pour faciliter notre travail et de faire plus de connexions. On va avoir aussi un mélange de production dans le même espace. Donc, on va avoir des associations de culture, la forêt nourricière. Donc, au lieu d'avoir, je ne sais pas moi, juste des arbustes de framboises, ben, au-dessus de mes framboises, là, je peux peut-être avoir un autre arbuste, je peux peut-être avoir un arbre qui est au
nord, donc qui ne fait pas d'ombre à mes framboises, mais qui bénéficie du soleil que je perdrais autrement. Donc, de penser sous forme d'étage aussi dans notre travail. Évidemment, ça demande une bonne maîtrise des techniques et des connaissances approfondies pour chaque type de produit. Donc, si on veut être bon à produire des légumes, ben, il faut connaître nos légumes, il faut savoir c'est quoi leurs besoins, il faut savoir c'est quoi être bien organisé. Et donc, moi, c'est un petit peu ma vision de la microferme, puis comment j'approche ce genre de projet-là. Évidemment, on évite les monocultures, on parle plutôt sous forme de polyculture. On ne parle pas d'un free-for-all avec n'importe quoi, n'importe où, là. On parle de quelque chose de structuré, mais qui nous permet d'éviter d'avoir des étendues trop grandes d'une seule culture, qui nous permet de bien occuper notre espace, ajouter des fleurs au bout des rangs. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire des plantes vivaces à fleurs. Il peut y avoir des bandes de diversité comme ça ici avec beaucoup de fleurs, qui peuvent être des fleurs coupées, des fleurs comestibles. Multi-usage, ça veut aussi dire ça. J'ajoute des fleurs pour attirer des pollinisateurs ou pour attirer des alliés, des insectes qui chassent d'autres insectes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font juste ça. Je peux probablement les manger, les couper, les utiliser. Et donc, multi-usage en polyculture. Ensuite, on va observer et essayer de comprendre d'où on vient, donc le passé, autant du site, à quoi il était utilisé avant, c'était quoi qu'il y avait ici, ça fait combien de temps que la forêt a été coupée, c'est-tu un ancien champ, est-ce qu'ils ont fait du soya, maïs, soya, maïs, soya, maïs, soya depuis 20 ans, avant que moi j'arrive, ou c'était un champ où est-ce qu'il y avait des animaux qui broutaient. Ça a un impact différent. Où on est, c'est quoi la situation de notre site, puis où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut créer comme environnement. Généralement, on veut aller vers un environnement qui va être hautement diversifié, qui va nous apporter de multiples récoltes, qui va nous permettre d'être résilients, donc passer à travers différents types de problématiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, les affaires classiques, là, que un petit peu tout le monde, je pense, vous connaissez. Donc, le soleil, son chemin, où est-ce qu'il se lève, où est-ce qu'il se couche, l'ombre, les zones d'ombre sur terrain, le type de sol qu'on a, sableux, argileux, limoneux, en approche différente selon les types de sol. On va regarder si c'est un sol acide, alcalin, s'il y a beaucoup de roches, etc. Ça va nous aider à mieux choisir. Particulièrement si vous n'avez pas encore acheté votre terrain, sachez le genre de sol que vous voulez pour le type d'entreprise que vous voulez démarrer parce qu'on ne change pas le sol. On peut l'améliorer, mais un sol sableux va toujours être sableux. Ensuite, on va regarder l'eau. Où est-ce qu'elle s'accumule? Où est-ce qu'il y a des spots secs? Où est-ce qu'elle bouge? Comment elle bouge sur votre terrain? L'accès à l'eau de la sortie de votre maison, le type d'eau que vous avez. Est-ce que vous avez un puits? Un puits, ça a ses limites. Si vous avez un puits et que vous voulez démarrer une entreprise agricole, il est probable que vous allez devoir planifier aussi un bassin qui va venir jouer un rôle important lors de l'irrigation, puis comme les années sèches qu'on a eues depuis 4 ans, je ne sais pas comment c'était pour toi, Lauriane, mais depuis 4 ans, c'est un challenge pour beaucoup d'entreprises agricoles, l'eau, l'arrosage. Ensuite, ben, tout ce qui est plantes qui poussent déjà sur le site, tout ce qui est déjà sur place, ça va nous indiquer un certain nombre de choses, si notre sol est compacté, s'il est acide. Bon, évidemment, ça prend de multiples plantes pour vraiment faire ressortir des aspects. Puis évidemment, un test de sol est toujours bienvenu. On va regarder les pentes, l'orientation des pentes, les animaux qu'il y a déjà sur le site. On va checker s'il y a des petites crottes de chevreuil. On va regarder pour ce genre de choses-là les dommages qui peuvent être causés. Ça peut nous indiquer que oui, avant de peut-être planter mon jardin, c'est peut-être une idée de mettre une clôture. Tu sais, ça peut vouloir dire mon investissement, je vais mettre un peu d'argent d'avance avant d'aller trop loin pour ne pas me faire tout dévorer ou mettre d'autres systèmes en place, avoir un chien ou quelque chose comme ça. Et finalement, ben, tout ce qui est activité humaine, comment on va bien utiliser le terrain, comment on va s'assurer de rester efficace, qu'est-ce qu'on en fait déjà? Hein? On n'est pas juste des entrepreneurs, comme je disais tantôt, on vit, on veut faire des feux, on veut que nos enfants aient des zones pour jouer, on veut que peut-être même faire de l'agrotourisme sur notre site, donc avoir des visites, particulièrement si vous faites autre chose que juste que des légumes, des fleurs, des petits fruits, des choses comme ça peut être intéressant que les gens viennent visiter. Ensuite, ben, si on regarde un peu des outils qu'on a en permaculture, on a l'analyse fonctionnelle où est-ce qu'on regarde nos besoins, nos produits et nos caractéristiques pour chacun de nos éléments. Et quand on parle d'éléments, ben, on parle d'animaux, on va parler de plantes. Hein, nos plantes ils ont des besoins, des produits, des caractéristiques aussi. Et finalement, nos bâtiments. Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin, produits? On s'entend que le bâtiment lui-même, il n'a pas besoin de CO2. C'est ce qu'il y a dans
qui a besoin de CO2, mais j'ai besoin de considérer ça. Il faut qu'il y ait une certaine aération, une circulation d'air. Et donc, les bâtiments aussi, on essaie de les comprendre, de les analyser. Et en sachant ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont comme produit, comme comportement, on est capable de faire des connexions. Ça nous permet d'aller plus loin dans la création de notre écosystème de ferme. Il faut le voir comme ça. Là. Voyez votre ferme potentiellement comme un écosystème où est-ce que plus il y a de connexions, plus ça va être résilient. Et donc, en faisant des connexions, on se retrouve à avoir un exemple ici où est-ce que j'ai une forêt nourricière ici en avant avec ma serre qui est bien orientée vers le sud, isolée au nord. Mon poulailler est collé sur le mur. Mes poules, il y a une petite porte pour aller dans la serre. Ils passent l'hiver là quand c'est trop froid. L'été, ils peuvent venir faire un petit tour, manger les insectes. Ils peuvent aller dans mon verger, forêt nourricière pour manger les fruits qui tombent au sol, les larves, briser le cycle des insectes qui me nuisent. Je peux les envoyer dans mon potager au printemps, à l'automne. Tous les résidus de mes cultures peuvent aller nourrir mes poules. Je peux récupérer l'eau de pluie du toit pour avoir de l'eau dans ma serre et pour mes poules, etc., etc., etc. Plus on peut faire de liens, mieux c'est. Puis plus on connaît ce avec quoi on travaille, plus on connaît nos éléments, nos plantes, nos animaux, nos bâtiments, bien, plus on est capable de faire des connexions facilement. Ça nous donne beaucoup de résilience de faire ça. Les secteurs, c'est un autre élément très important. Nos énergies. Il est où mon soleil? Dans le secteur, c'est vraiment comme une pointe de tarte. Là. Donc, on regarde ça comme des pointes de tarte au niveau d'un élément central, d'un emplacement central. Ici, c'est la maison. Donc là, je vais regarder mon soleil d'été, mon soleil d'hiver. Hein? Mon soleil d'été, j'ai beaucoup plus de soleil en été qu'en hiver. Mais si je veux démarrer des semis et je veux avoir la lumière naturelle, ben, je vais essayer de m'orienter à un endroit où est-ce que j'ai cette lumière-là, donc qui peut être plus restreinte. Si j'ai des serres, ben, je vais m'assurer que si je veux partir des cultures de bonheur, ben, que j'ai vraiment une belle luminosité. Puis en même temps, je vais éviter la surchauffe en été. Donc, je vais planifier ma serre probablement pour qu'en été, il y ait des ombrières, possiblement, comme il y a sur mon petit dessin qu'on a vu avant, avec la serre, une petite ombrière qui bloque le soleil trop intense d'été. Je vais peut-être aussi m'arranger pour qu'il y ait des arbres à l'ouest. L'ouest, c'est la source de surchauffe dans les serres, dans bien des cas. Pendant la journée, ça va. Puis à un moment donné, c'est trop. Bien, beaucoup du soleil de l'ouest de fin de journée vient à cet effet-là. Les risques de feu potentiels, les sources de bruit fréquents, les vents chauds, les vents chauds d'été, les vents forts d'hiver, les vues à conserver, les vues à cacher. Je ne veux pas voir mon voisin qui travaille sur son véhicule constamment. Je vais peut-être mettre quelque chose là, qui est plus agréable. Les zones inondables, potentiellement, ça peut valoir la peine. C'est quand même quelque chose qui vient, une énergie qui vient sur notre site. Et puis, toutes les odeurs désagréables. Peut-être que je peux mettre quelque chose qui bloque les vents qui amènent ces odeurs-là. Donc, ces énergies-là, quand on les connaît, on est capable de travailler avec elles. Si vous n'avez pas évalué d'où viennent vos vents froids d'hiver, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas en prendre compte. Donc, vos choix vont être limités à l'information qui est disponible pour vous. Plus vous avez d'informations et que vous savez quoi faire avec cette information-là, meilleurs vos choix vont être. C'est ça qu'il faut garder en tête. Toujours, avec la bonne information, on prend des bons choix. Quand on n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est très difficile de prendre des décisions justes, puis avec une vision aussi sur le long terme. On ne fait pas une ferme pour une semaine, on fait une ferme pour 10, 15, 20, 30 ans, idéalement, beaucoup plus. On peut parler de génération. Donc, ensuite, un autre outil super le fun, c'est les zones d'utilisation. Ça, c'est un outil qui est utilisé très souvent pour rendre nos designs efficaces. Donc, quand on a notre maison ou notre bâtiment de ferme où est-ce qu'on se retrouve avec les employés, qui peut être la zone 0 aussi. Puis après ça, on a toutes les zones subséquentes qui sont des zones d'activité intense à partir de 1 et de moins en moins intense jusqu'à la zone 4. Et la zone 5, ben, c'est la nature, c'est sauvage. Donc, dans ma zone 1, je vais faire des activités beaucoup plus intensives, tandis que dans ma zone 4, 3, 4, ben, ça va être beaucoup plus souvent à grande échelle et puis moins intensif. Je vais passer moins de temps. Je visite beaucoup plus souvent ma zone 1, beaucoup moins souvent ma zone 4, un peu moins souvent 3, 2, 1. Donc, c'est une question d'efficacité. Et ça nous permet de dire, OK, ben, mes poules, je les visite combien de fois? Je les visite 2 fois par jour. Ben, je ne vais pas les mettre à 10 minutes de marche. Je pense que tout le monde, c'est assez clair, mais ça arrive pour le compost. J'ai beaucoup de gens qui mettent leur compost trop loin parce qu'ils ont peur des odeurs. Premièrement, si vous faites bien votre compost, il n'y aura pas d'odeur. Ça, c'est la première chose. Et
mettez-le pas trop loin, parce qu'en hiver, on a des résidus, puis on ne veut pas les porter, on est paresseux. Donc, il faut connaître l'humain, on se connaît, c'est le moindre effort pour beaucoup d'entre nous. Et ce moindre effort-là, ça implique de le comprendre pour positionner nos éléments, pour être efficace, puis y aller de façon régulière lorsque c'est nécessaire. Donc, les 3 facteurs à considérer quand on définit nos zones, c'est le nombre de fois que je visite un élément, par jour, par mois, par année. Donc, si j'y vais une fois par année, ben, probablement que je peux mettre beaucoup plus loin que ce que je visite une fois par jour, comme mon poulailler. Ensuite, la priorité des visites dans une séquence. Donc, si vous avez une séquence dans vos journées où vous allez dès le matin dans votre serre pour s'assurer que tout est bon, qu'il n'y a pas rien qui est séché, qu'il n'y a pas rien qui a gelé, que bon, l'ambiance est bonne, bien, essayez de mettre votre serre avant la prochaine tâche. Donc, que vous puissiez faire une séquence qui est efficace, une marche, un cycle dans votre environnement qui vous rend efficace. Économiser des pas. À la fin de l'année, le travail d'agriculteur, ça reste qu'on bouge, on est tout le temps en train de se promener d'un endroit à l'autre. Si vous avez besoin de vos outils couramment, puis que votre champ, malheureusement, est un peu plus loin que vous le désiriez, parce que votre terrain est d'une certaine manière ou séparé par une route ou bon, peu importe, vous êtes dans une pente puis vous ne pouviez pas le faire là, bien, peut-être mettre un petit cabanon avec des outils à côté du champ. Ça peut être une idée intéressante sur ce que vous utilisez le plus souvent, comme ça, si vous vous trompez, ou même une toilette. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, une petite toilette à compost, ça fait bien le travail. Et puis, évidemment, la valeur des éléments dans votre système. Donc, j'ai un petit exercice pour tout le monde, ceux qui veulent participer, puis Lauriane va pouvoir répondre. Donc, la poule, je mettrais ça dans quelle zone, d'après vous? Si je considère mes zones 1, 2, 3, 4, qui sont mes zones importantes. Donc, 1, la plus visitée souvent, 4, la moins visitée. Donc, est-ce que tu as des réponses? Ouais, moi, j'aurais tendance à la mettre dans peut-être la zone 2, parce qu'à cause des nuisances, un peu à cause des odeurs du poulailler. Puis nous, la manière dont on installe nos poules, c'est qu'elles soient quand même autonomes en bouffe et en eau, fait qu'on y va une fois ou 2 jours. Là, on n'y va pas tous les jours. Est-ce que des gens répondent sur le Facebook? Est-ce que tu vois? Non, pas de réponse actuellement. OK. Si vous répondez, vous allez pouvoir valider après. Dans le fond, ça se trouve soit en zone 1, soit en zone 2, habituellement, les poules. En zone 1, c'est souvent quand on a un système un peu plus qui demande un peu plus de visites pour s'assurer qu'on va chercher les œufs bien frais le jour même. Donc, ça, c'est plus zone 1, zone 2, c'est le nombre de visites. Les bassins, ça va, vous pouvez le mettre, ceux qui veulent, dans les commentaires, vous pouvez le mettre. Mais le bassin, c'est un bel exemple, comme le compost, où est-ce que c'est dur de définir une zone. Parce qu'on peut avoir différentes échelles. On peut avoir un petit bassin près de chez soi, où est-ce qu'on a plein de... on récupère notre eau de pluie, par exemple, puis des petits poissons. Et on peut avoir aussi un gros bassin pour l'irrigation qui est en zone 3, par exemple. Donc, ça va avec l'échelle. Même chose avec le compost. On peut avoir un petit compost à la maison pour nos résidus de table et on peut avoir des gros composts où est-ce qu'on composte le fumier des animaux avec leur litière, etc., dans les champs. Ensuite, la serre. D'après toi, Lauriane? J'ai tendance à mettre le compost proche à cause c'est ça, c'est éviter de faire des allers-retours, mais pas proche nécessairement de la maison, mais proche du jardin. Parce que charrier le compost à brouette, c'est ça. Tout à fait. Ben, c'est là qu'on voit qu'on pourrait en avoir un à la maison qui nous sert pour notre compost de maison, puis on pourrait en avoir un dans le champ qui nous sert à un peu plus grande échelle, qui, lui, a tout le matériel des champs qui s'y retrouvent. Nous, on avait réfléchi à une affaire un compost d'été, un compost d'hiver aussi, parce qu'on trouvait ça vraiment chiant d'entretenir le chemin pour aller comme un peu plus loin pour mettre le compost l'hiver, là, fait qu'on s'en est gardé un plus proche pour tout à fait. Puis pouvoir le pitcher du balcon plutôt que de devoir faire tout le tour dans le jardin. Puis ça pourrait mener aussi à l'idée de je vais faire du vermicompostage, du lombricompostage, qui est une très bonne méthode à l'intérieur de la maison. Donc, c'est dans ma zone 0. À ce moment-là, je mets mes résidus dans ma zone 0 pour que les vers de terre, ce n'est pas des vers de terre, c'est des vers à fumier, pour que les vers puissent les digérer et puis me faire du très bon compost pour d'autres utilisations que j'en fais. Super. Donc, la serre, elle, se retrouve souvent dans la zone 1 ou 2, où est-ce qu'on porte vraiment attention.
parce que la serre, ben, il suffit d'une heure où est-ce qu'il fait trop chaud, où est-ce qu'il fait trop froid, puis tout est mort. Tout a cramé ou tout a gelé. Vous, votre serre est où, Lauriane? Vos tunnels ou serres? Nous, notre serre, ben, les tunnels chenilles sont au champ, mais on est toute la journée au champ, fait que c'est ça. Puis la serre, elle est quand même assez loin, mais elle est automatisée, fait qu'on a un contrôleur de climatique. On a un contrôleur climatique, fait qu'elle s'ouvre toute seule, elle se ferme toute seule, elle s'arrose toute seule, fait qu'on a moins besoin d'aller en Ben, urgence. c'est pratique tout ça, mais moi, d'expérience, j'ai vu trop souvent ces contrôleurs-là lâcher, Oui. pas faire leur travail, casser une panne d'électricité, peu importe. Donc, c'est quand même, si on peut, encore une fois, c'est une question de terrain. Si on est capable d'avoir un visuel, de l'avoir en zone 1 ou en zone 2 avec un visuel, c'est l'idéal. Puis après ça, ben oui, s'il est plus loin, ben, il faut juste avoir beaucoup de détermination puis être sûr qu'on va visiter efficacement. Ouais. Mais nous, on a 3 acres. Hein. Notre terrain, il fait 3 acres, puis je vois la serre de mon lit. Ah, ben, c'est déjà bien ça. Mes zones sont quand même assez restreintes. Là. Moi, j'ai travaillé dans des serres commerciales, puis je me suis fait réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'il y avait des vitres qui avaient cassé. Ouais. Puis il a fallu aller adresser ça rapidement. Donc, c'était long prendre mon auto puis me rendre jusqu'au travail d'un serre. C'était moins cool que si j'avais été vraiment à proximité puis j'aurais pu adresser plus facilement. Donc, ça, c'est certain. Ça, c'est un inconvénient de quand on est vraiment excité d'acquérir notre serre. On se dit, on va vraiment pouvoir produire plus de transplants, plus de légumes plus tôt. Sauf qu'en début de saison, quand tu t'achètes une serre, ben là, tu perds comme la naïveté des nuits légères. Tu comprends? Tu es toujours en train de t'inquiéter. S'il y a trop de vent, s'il y a trop de neige, s'il y a trop de pluie, s'il y a trop de machin. Tu es tout le temps en train de t'inquiéter de ta serre. La première année, tu as tout le temps l'impression qu'elle va arracher à moins de bourrage. Fait que c'est comme un inconvénient d'avoir une serre, c'est que tu deviens pas mal plus inquiet. Après, tu finis par t'habituer, mais c'est ça. De là, l'intérêt à l'avoir au bon endroit. Comme ça, on est capable de confirmer. Est-ce que c'est envolé au vent? Non, je regarde par la fenêtre, elle est encore là. Puis j'ai, mettons, une 10-15 pas à aller faire juste pour vérifier si mes ancrages sont bons. Tout ça, c'est vraiment, vraiment mieux. Puis, tu sais, je vois aussi des gens qui louent un terrain qui est loin de chez eux ou qui n'habitent pas sur leur ferme. Ça, je veux dire, ça se fait, là. J'ai vu des gens le faire, mais leur qualité de vie est très, très basse comparée à quelqu'un qui est sur son site. Mais encore là, il ne faut pas se limiter. Si c'est tout ce que vous avez comme option, OK, mais sachez que ça reste une problématique. Et puis, plus vous êtes près de votre site, mieux c'est, ça c'est certain. Au niveau des cultures, en général, on parle plus de zone 1, 2, où est-ce qu'on a des cultures plus actives annuelles. Ensuite, souvent en zone 2, 3, on va plutôt aller vers tout ce qui est grande culture, agroforesterie en zone 3 vers le 4, donc où est-ce qu'on aurait des rangs avec des arbres, etc. pour les grands sites. Pour les animaux, il n'est pas là, mais juste pour le dire, on se retrouve plus dans les zones 3 et 4, autour de ça. Des fois, un petit peu en zone 2, selon l'intégration qu'on a, mais c'est plus dans les zones 3 où est-ce qu'on va avoir des troupeaux, des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin de plus d'espace. J'ai une petite question pour toi, Wen. Il y a Monica qui demande si les zones sont en cercle autour de la maison. Est-ce que c'est possible d'être linéaire quand on a un terrain qui est beaucoup plus long que large? Parce qu'au Québec, souvent, les terrains sont découpés dans la longueur. Non. Puis, ça, c'est un schéma. C'est un schéma pour comprendre de quoi on parle, mais c'est nullement une prescription pour l'établissement. Les zones peuvent être influencées par le terrain, par peu importe comment on est, ça peut être toute une séquence. La zone 1 est là, après ça, j'ai ma zone 0, ma zone 1 elle va jusque-là. Ensuite, j'ai un petit bout de zone 5 parce que c'est une pente, puis je laisse la forêt là parce que je ne veux pas créer d'érosion, mais j'ai un chemin qui descend ou qui contourne de l'autre côté. Et puis là, je me retrouve dans ma zone 2. Après ça, je peux avoir un petit bout de zone 3 qui rentre dans ma zone 1. Tout ça, c'est possible. C'est vraiment une question de définir l'efficacité. Pourquoi ma zone 3 serait collée sur ma zone 1? Bien, si j'ai des animaux qui sont au pâturage, qui ont quand même un grand pâturage, mais que j'ai une petite zone où est-ce que je viens les nourrir, par exemple, ça pourrait être un exemple, je viens leur donner de l'eau, je viens les nourrir à cet endroit-là, bien, ils vont venir de leur pâturage, ils vont venir manger à cet endroit-là, puis retourner pâturer dans la zone un peu plus éloignée. Bon, c'est ce genre de choses-là. Donc, ou pour traire les animaux. Bon. Puis en fait, j'ai une autre question du coup, vu que tu parles de pâturage. Attends, je vais la retrouver.
Oh, oh mince, attends. Continue, je la cherche. D'accord. Excuse-moi. Donc, moi, je suis à la fin de toute façon, fait que je suis prête à prendre les questions, mais juste dire s'il y en a qui s'intéressent à aller plus loin, à mieux comprendre différents de ces concepts-là, puis qui voudraient vivre une belle expérience. J'ai 2 formations dans les prochains mois d'été. Donc, le 21 mai, c'est ma formation d'implantation d'une forêt nourricière, donc c'est une formation en personne. Enfin, on va essayer de se retrouver ensemble. Implanter une forêt nourricière, la moitié, c'est théorique, l'autre partie, c'est pratique, où est-ce qu'on met en terre une forêt nourricière. Donc, pour ceux qui veulent peut-être faire ce genre d'écosystème-là diversifié chez eux, ça peut être vraiment intéressant. Et j'ai ma formation complète en permaculture, le CDP, PDC Extra Design, pour 2022, pour l'été, qui va démarrer le 15 juin, qui dure 5 mois jusqu'au 30 octobre. Et c'est en ligne, mais il va y avoir 2 rencontres en personne aussi inclus dans le... Puis l'avantage d'être en ligne, bien sûr, c'est que tout est enregistré, puis vous y avez accès à vie. Donc, c'est le genre d'information que plus on le réécoute, qu'on le réécoute souvent, bien, plus on comprend de choses. Et puis, un autre bonus, c'est que vous avez accès à tout le contenu en ligne des formations suivantes. Donc, en 2023-2024, jusqu'à temps que notre système crash ou qu'il y a une météorite ou quelque chose, vous avez accès au matériel des groupes suivants. Donc, vous pouvez apprendre toute votre vie avec moi si vous voulez à travers ça. Donc, voilà. Puis, vous pouvez visiter mon site désonécologique.ca. Oh, excuse. J'ai retrouvé la question sur les pâturages parce que je me le fais souvent demander. Souvent, les gens qui achètent un terrain, c'est souvent une vieille prairie. Puis il y a Monica qui demande: j'aimerais comprendre l'impact positif et négatif de reprendre un champ qui était en pâturage pour des chevaux depuis plus de 10 ans. Est-ce que ça ferait un sol qui serait trop compacté ou est-ce que ça ferait un sol qui serait plus riche? C'est sûr que c'est un peu plus une question de connaissance des sols, là, mais est-ce que tu es capable d'apporter des pistes de réponse? Disons, je vais dire comment on peut approcher la question quand on l'analyse. Il va falloir se demander, est-ce qu'il y avait beaucoup de chevaux ou peu de chevaux? Ça va demander de faire des tests. Il faut creuser des trous. Voir est-ce que le sol est compacté? Est-ce que c'est dur à creuser? Quel type de sol c'est? Si c'est un sol argileux versus un sol sableux, l'argile va être beaucoup plus facilement compactable ou même encore plus limoneux si vous avez un sol limoneux. C'est encore plus compacté. Et donc, on regarde ces aspects-là. On va regarder aussi quel genre de plantes poussent là présentement. Puis qu'est-ce qu'il faisait comme genre d'activité? Est-ce que c'était juste un pâturage où il y avait vraiment, il ridait avec le cheval, il faisait des exercices, des sauts, des choses comme ça? C'était pas une zone d'activité. Bon, toutes ces questions-là, il faut se poser. Et comme tel, les chevaux, ils font des crottes, ils font des pipis, ils vont faire un cycle avec la matière organique. Donc, comme tel, si ça a été bien géré, le site, ça a pu enrichir le sol de beaucoup. Donc, ça, c'est le côté plus positif. Après ça, si ça a été peut-être un petit peu moins géré, où il y a trop eu d'animaux en même temps, oui, ça a pu compacter le sol selon le type de sol. Donc, moi, je creuse. Moi, quand j'arrive sur un terrain et je veux savoir qu'est-ce qu'il y en a, je vais creuser des trous. Je vais aller voir, est-ce que c'est dur à creuser? Est-ce que je tombe sur beaucoup de roches? Est-ce qu'il y a profondément de sol? Des fois, on arrive à quelque part, puis on a du cap de roche 30-40 cm plus bas. Donc, je ne sais pas c'est quoi la région, le type d'environnement, mais certainement, c'est des endroits qui ont eu le potentiel d'être enrichis par toute la vie qui était là. Si ça a été géré de façon positive, donc ensemencé lorsque c'était nécessaire, vraiment qu'il y avait quelque chose de nutritif. Il faut savoir qu'est-ce qui est nutritif pour les animaux. C'est souvent la luzerne, le trèfle blanc, il va y avoir des graminées, tout ça. Et ils ne mangent pas tout. Ils en écrasent une grande partie, donc ça vient ajouter à la matière organique du sol. Donc, le potentiel est bon. Analyse de sol, c'est mon premier test un peu plus poussé après avoir creusé des trous. Analyse de sol à différents endroits sur le site. Pas juste faire tout le site au complet puis faire un genre de moyenne. Là. Moi, je préfère faire plus de tests de sol que de faire un test de sol pour une très, très grande surface. Et les recommandations, c'est 10 échantillons pour 1 hectare. Ouais, mais moi, je trouve que c'est trop. Ah oui? Je trouve que c'est trop. Ouais. En fait, c'est 10 sous-échantillons. Tu prends 10 carottes partout dans ton site. Après, tu les mélanges. Et après, tu les envoies. Et ça fait 1 échantillon au laboratoire. C'est pas assez précis. C'est pas assez précis pour moi. Là. Pensez-y, des fois, là, un sol, 1 mètre plus loin, le taux d'acidité peut changer de 1 point.
Donc, aussitôt que vous avez le moindrement un doute, il y a un endroit du terrain où est-ce qu'il y a beaucoup de croissance, puis un endroit où il y en a un petit peu moins. Bien, déjà là, c'est une bonne raison de faire 2 tests. De dire, OK, bien, cet endroit-là, peut-être qu'il reçoit trop d'eau, ou peut-être qu'il y a moins de fertilité, peut-être qu'il n'a pas été Dans assez les bien champignons, il y a entretenu. les sites de dépôt de balles, là. Tu sais, souvent, Oui. le centre de la balle, il n'y a rien, il n'y a plus d'eau, il y a la balle. Puis tout autour, les chevaux, quand ils mangent, ils chient. Fait que là, il y a comme un gros rond qui est full fertile, full d'azote. Puis, c'est sûr. Bonne raison à ce moment-là de changer l'endroit où est-ce que tu mets tes balles à chaque année. Ouais, c'est tout boueux, fait que là, c'est tout compacté. La structure est défaite, moins d'oxygène. En tout cas, c'est vrai. Puis moi, il y a une autre surprise qu'on peut s'attendre avec un vieux champ, une vieille pâture. C'est comme tu disais tantôt, les animaux, ils ne mangent pas toutes les trilles, là, ils ne mangent pas Mhm. les variétés. Fait que ça se peut que ça ait grainé dans ton champ. Puis là, là, tu te retrouves avec une pression en mauvaises herbes qui peut être quand même Exact. assez haute. Exactement. Sachant qu'ils préfèrent les graminées puis tout, fait que toutes les cochonneries, ben, entre guillemets, on s'entend, genre celles que moi je désherbe chaque année, Mhm. comme mettons l'amarante, le chardon, d'affaire de même le plantain. Tu sais, ça Ben a oui. tendance à grainer puisque les animaux ne le mangent pas, puis on peut avoir comme des drôles de petites surprises si on ne prend pas le temps de vraiment faire des beaux faux semis puis d'occulter les Puis surprises. c'est une autre bonne raison de bien observer nos sites avant de, tu sais, quand on prépare notre site, ben, de bien observer ce qui pousse, les plantes qui sont déjà présentes, puis de prendre en compte l'idée que toutes ces plantes-là, ben, le nombre d'années qui ont été là, c'est depuis 10 ans qu'il n'y a pas eu de travail, mettons, ou qu'il n'a pas été cultivé cet endroit-là. Ben, ça veut dire qu'il y a 10 ans d'accumulation de semences, là. Puis les mauvaises herbes, pourquoi elles sont mauvaises? Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, c'est parce que souvent, elles sont super bonnes à attendre puis à se propager, à faire beaucoup, beaucoup de semences. Puis les semences peuvent attendre 10 ans, justement. Puis là, ben, nous autres, on est là, on est comme, ah, ben super, je prépare mon sol. Puis pouf, eux autres sont comme, merveilleux! Donc, l'idée du faux semis, définitivement essentielle, particulièrement au début d'une implantation, là, super, super important. Préparer notre plate-bande, puis attendre, mettre rien, puis voir ce qui ressort. Puis là, faire un petit minimum de travail pour éliminer tout ça, c'est gagnant. Puis après ça, ben, ne pas. Moi, une des techniques que je trouve qui est le plus essentiel, c'est d'avoir des buttes permanentes. Vraiment des buttes permanentes. Et idéalement, de ne jamais marcher, jamais mettre le pied là où on fait pousser des plantes, même pour passer la grelinette. Donc, les fanatiques de la grelinette, moi, ceux que je vois qui semblent utiliser le mieux, ben, ils enfourchent leur plate-bande avec leurs pieds, puis ils mettent leur grelinette en place, ils embarquent dessus, puis jamais leurs pieds n'écrasent la plate-bande. Parce que dans un sens, si j'ai mes pieds sur la plate-bande, puis je passe ma grelinette, c'est comme si j'étais en train de compacter mon sol, après ça, je le décompacte avec la grelinette. Je compacte mon sol avec mes pieds, je décompacte avec la grelinette. Donc, c'est le genre de stratégie que plus on fait attention, ben moins on va avoir à utiliser ces outils-là. Puis le but, c'est de s'économiser aussi du travail. Donc, si après 5 ans, à passer ma grelinette sans jamais compacter mon sol, ben peut-être je n'ai plus besoin. Ou peut-être je la passe aux 2 ans ou aux 3 ans, la grelinette, au lieu de la passer à chaque année. T'sais. Donc, c'est le genre de choses qui nous économisent du travail quand on comprend bien qu'un sol compacté, ben, c'est un sol qui respire moins bien. C'est un sol dans lequel les racines se développent moins bien. C'est un sol dans lequel la vie est moins efficace puisqu'il manque d'oxygène parfois. Pour en revenir à la grelinette, dans les régies plus classiques, d'habitude, on la passe pas pour tous les légumes, seulement pour les légumes racines qui vont en profondeur, genre, Mm. exemple typique la carotte. Ça Parce dépend que énormément du type de sol aussi, là. ouais, il y a ça aussi. Puis moi, je suis en limono sableux, sol limono OK. sableux, puis ou sablo-limoneux, tout dépendant où est-ce qu'on est dans la parcelle. Puis moi, Mhm. je repasse la herse rotative. Je passe ma grelinette pour décompacter en profondeur. Puis Ouais. après, je passe ma herse rotative pour faire un beau avec un rouleau plombeur, pour faire un Ouais. beau lit de semences bien plat. Mais ça, c'est vraiment la régie, l'itinéraire technique pour la carotte parce que en tout cas, c'est pour avoir une bonne germination Ben puis oui. une belle levée. Fait que nous, on marche dans nos planches, on passe la grenette, on marche dans nos planches pour une question de rapidité, puis que ça aille vite quand même à effectuer parce que je l'ai déjà fait en mettant les pieds dans le centre, puis en réécartant les pieds, puis en mettant les pieds. C'est difficile, mais on passe la herse rotative après. Mm. Mais c'est une question de profondeur, tu sais. Si Oui, je compacte mon sol, ça veut dire qu'il y a un besoin plus élevé
de venir le décompacter. Et donc, l'idée, c'est que si j'ai pu à la passer à la grelinette, c'est encore mieux que de le passer juste pour certaines années. Donc, tu te dis, OK, au début, je travaille un peu plus. Et ça, c'est souvent un constat qu'on a dans la manière de faire qui est proposée quand on utilise la permaculture, quand on utilise le processus, c'est se dire, OK, bien, là, j'ai investi un petit peu plus. C'est peut-être des fois un petit peu plus compliqué, ça demande un peu d'organisation. Mais le but, c'est que sur le moyen long terme, je m'enlève du travail, j'économise du travail. Donc, avec une butte permanente, ben, je n'ai plus jamais à refaire mes buttes. J'ai juste à les remonter. Moi, dans mes jardins, je n'étais pas en production très, très intense, mais chaque année, tout ce qu'on faisait, c'est remonter les plates-bandes. On passait même pas de machinerie, aucune machinerie, zéro. Parce que tout ce qu'on marchait jamais sur notre plate-bande. Fait qu'on n'avait pas à faire de travail. On faisait juste remonter nos plates-bandes. On remontait avec un râteau. Après ça, on mettait ça tout droit. Peut-être justement utiliser des petits outils vraiment mécaniques très simples pour faire un beau lit de semis. Mais encore, le lit de semis, ça peut être un lit de compost. On met un bon compost bien défait. On met une belle petite couche de compost en surface. Ça peut être du compost de feuilles qui est peu riche si c'est des cultures qui ne demandent pas beaucoup de fertilité. Jusqu'au compost, justement, au vermicompost pour les cultures un peu plus demandantes. Puis, donc, c'est vraiment d'investir dans la préparation puis dans la technique qu'on a pour avoir moins de travail par la suite. T'sais. Comme désherber, aussitôt qu'il y en a, au plus petit stade, c'est gagnant. On n'a pas à dealer avec des grandes mauvaises herbes qui font beaucoup de semences. T'sais. C'est le même principe. Donc, au lieu de compacter notre sol, on a un endroit où est-ce qu'on marche, c'est tout le temps là, c'est plus compacté, c'est parfait. Il y a un endroit où est-ce qu'on ne marche jamais, c'est pas compacté, les racines se développent bien, etc. Puis bon, en fonction du type de sol, il y a des challenges. Un sol argileux, un sol limoneux, c'est assez challenge, ça. Je trouve qu'il y a des pas pires challenges. Si c'est un bon taux de sable, tant mieux. Mais le limon, là, assez particulier. Ouais. Oui. C'est asphyxiant comme sol. Oui, ben moi, c'est que ma parcelle est un peu en pente. Fait que c'est le sol, le type de sol, c'est sablo-limoneux, sauf que moi, mon sol est en pente. Fait que les limons, ils se rabassent plus dans le bas de la pente. J'ai plus de sable en haut. Ah ouais, dans ma serre. Mes limons sont dans ma serre, fait que j'ai ma fertilité, mais j'ai des problèmes de drainage. Fait que, c'est un autre exemple de quand on voit la pente, quand on observe la pente sur notre terrain, bien après ça, il faut se questionner, OK, bien, quel est le résultat de cette pente-là? Les particules les plus petites, qui sont les limons, bien, remontent souvent à la surface avec l'eau, vont être lessivées. Puis ce qui reste dans le haut de la pente, puis dans la pente elle-même, c'est les sables. Puis ce qui se retrouve en bas avec l'eau, ce que l'eau a apporté, ça va être l'argile, le limon. Donc, dans nos pentes, soit on intercepte l'eau, on s'arrange pour que l'eau arrête dans la pente pour ne pas perdre ces matières-là, donc en faisant des petites terrasses ou des buttes, ou bon, peu importe, selon l'intensité de la pente. Soit justement qu'on s'arrange pour gérer l'excédent d'eau en surface, la rediriger à quelque part d'autre avant qu'elle vienne apporter toute cette belle matière-là. Mais très bonne réflexion. Où est-ce que tu as mis ta serre? Quel genre de challenge ça représente le fait que ce soit un sol plus limoneux versus le reste de ton site? Il faut définitivement s'adapter. Ben moi, je me suis... On n'avait pas d'autre place où la mettre parce que le haut de la pente, en fait, on est en location, puis le bas de la pente, on est en propriété, fait que j'ai pas eu le choix de le mettre dans le bas de la pente dans les limons. De toute façon, une serre dans une pente. Mais tu sais, c'est du 1%, là. Oui. C'est moins pratique. Mais c'est pas des grosses pentes, là. C'est de la petite pente, mais assez pour dire que l'eau stagne pas, ce qui est très bon pour partir en... Ben, même une petite pente, c'est ça, exactement. Même une petite pente, ça a un impact. Est-ce qu'on a des questions? Oui, j'ai une question de Laurence qui demande est-ce que c'est possible de se créer un microclimat en utilisant la vision permaculturelle dans son design? Est-ce que c'est mieux d'être situé près du fleuve ou dans les terres? Laurence, elle est située dans les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent. All right. C'est certainement faisable de faire des microclimats. Si vous regardez le climat québécois, les zones de rusticité, vous allez voir que tout ce qui est proche de l'eau est une zone plus élevée. Hein? Vous avez juste à regarder. Donc, l'eau a certainement un effet sur... ça peut être aussi un grand bassin sur votre terrain, là, juste pour
donner aussi cet exemple-là. Donc, la création de masse thermique, l'eau, c'est la meilleure masse thermique, donc un bassin qui est protégé par des brises-vents pour garder la chaleur là, pour pas qu'elle soit apportée par les vents. On pourrait imaginer les cultures autour qui pourraient définitivement profiter de cet espace-là, puis aussi possiblement de la réflexion de la lumière, hein, parce que la lumière se reflète sur l'étang, donc vient apporter une plus grande luminosité dans l'espace. Mais ici au Québec, pour faire nos microclimats, les deux facteurs, c'est ça. C'est les brises-vents, principalement ouest, nord-ouest, certains endroits un petit peu plus sud-ouest, mais c'est tout pas mal ouest. Encore là, ça dépend. Si vous êtes sur le bord du fleuve, ça se peut que vous ayez des vents, que les vents soient influencés par l'eau et tout ça. Donc, toujours prendre en compte la réalité de votre site. Et puis, les brise-vents, c'est première chose à penser, puis ça a tellement d'atouts. Ça permet de diminuer le chauffage de la maison. Ça permet d'avoir des animaux qui prennent du poids plus vite parce qu'ils gaspillent moins d'énergie à se garder au chaud à cause des vents frais. Donc, s'ils sont protégés, ils ont plus de masse, ils produisent plus d'œufs. S'ils ont moins froid, ils produisent plus d'œufs, etc. Il y a plein d'avantages. L'autre aspect qu'on traite, c'est la masse thermique, tout ce qui est masse thermique, bassin, des grosses roches, même des petits tas de roches au pied des arbres fruitiers qui sont là aussi pour avoir accès. Ça peut être comme un endroit où est-ce qu'on embarque, c'est là qu'on marche pour aller récolter certains éléments. Mais ces deux éléments-là sont très importants. Puis, pensez toujours à positionner nos éléments en fonction de ce qui est à côté, c'est-à-dire que si j'ai une grande maison ou une grange, puis qu'il y a un mur de la grange qui est orienté plein sud, ben dites-vous qu'il y a un microclimat devant ce mur-là plein sud. Donc, vous pourriez faire peut-être pousser des arbres fruitiers qui pousseraient moins bien ailleurs, peut-être avoir une certaine partie de votre potager à proximité de ça qui va avec des légumes de chaleur. On pourrait penser de coller la serre au bâtiment de ferme pour économiser de l'espace puis avoir un accès encore plus efficace. Donc, d'avoir une serre collée sur le bâtiment. Évidemment, deux bâtiments séparés, ce n'est pas intégré parce que l'humidité de la serre, ce n'est pas super bon pour les bâtiments. Mais on pourrait vraiment coller ça ensemble, donc économiser de la chaleur au mur nord, donc avoir un mur sud qui va chercher beaucoup de chaleur, etc. Ça, c'est des genres de microclimats qu'on va chercher facilement. Si la maison est faite d'une certaine façon, ça se peut que vous ayez des zones. Puis ça, c'est une des choses qu'on fait dans le cours pas de forêt nourricière, mais de permaculture. On fait un examen des microclimats de notre terrain. Puis il y a un paquet de critères qu'on regarde. C'est un des exercices que je propose. Et c'est très intéressant d'analyser. Ça peut être en bordure de forêt. Ça peut être comparer le milieu de votre champ avec le bord de la forêt. Ça se peut que le milieu de votre champ soit beaucoup plus venteux et que si vous mettez un thermomètre là, puis un thermomètre en bordure d'une forêt qui bloque les vents à l'ouest, que vous ayez un climat différent là aussi. Donc, tout ça, oui, on essaie d'en prendre avantage au maximum, tout en considérant les autres éléments, toutes les autres forces, les autres énergies qu'on voit dans les secteurs, donc le soleil, le vent, etc. Puis, moi, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont réussi à aller chercher des subventions pour faire appel à tes services pour designer leur ferme ou leur ferme, parce que c'est pas mal le contexte du groupe. Là. Malheureusement, je ne fit pas dans les cases. J'ai essayé avec, comment ça s'appelle? En tout cas, les subventions, là, il y a comme une entreprise, pas une entreprise, mais un organisme qui s'occupe de ça. Et je ne fit pas dans aucune de leurs cases spécifiques parce que j'adresse tout. T'sais, je m'intéresse à tout. Mais la vision holistique de la permaculture fait qu'on ne fit pas dans les cases d'un système qui, lui, pense en silo. C'est un des plus gros problèmes de notre système dans lequel on est présentement. T'sais. Si tu es producteur agricole, ben, tu ne peux pas faire de l'agrotourisme. Ça devient compliqué. Tu as une terre agricole, tu es zoné vert. L'agrotourisme, il va falloir que tu aies des dérogations, etc. Tout est très séparé. Et c'est une des plus grandes faiblesses de notre monde présentement. On voit le monde en tant que case. Est-ce que tu fais dans ce case-là? Est-ce que tu es un agriculteur ou tu fais je ne sais pas moi, des activités sur ton site? Est-ce que tu fais de la formation? Tandis qu'en permaculture, on voit très largement, une entreprise pourrait certainement avoir la production
animale, de la production végétale, faire des activités de formation, faire des fleurs, faire des plantes médicinales, des produits transformés, etc. Et tout ça, ça rentre dans sa rentabilité. Moi, souvent, j'entends les gens dire ben là, c'est pas rentable une ferme en permaculture. Probablement, une ferme en permaculture, ça n'existe pas vraiment parce qu'on utilise la permaculture, on ne le fait pas. Et donc, la ferme, elle, qu'est-ce qui fait qu'elle est rentable? Est-ce que tu parles juste des légumes ou tu parles juste des animaux? Ben oui, mais moi, dans la permaculture, la philosophie, c'est justement de ne pas miser sur un seul élément, c'est de viser le plus largement possible. Oui, la formation, ça fait partie de mon entreprise. Oui, les visites, oui, l'agrotourisme, oui, la transformation, toutes ces choses-là font partie de mon entreprise. Et donc, si on parle d'une entreprise créée à l'aide de la permaculture, est-ce que c'est rentable? Bien, tout à fait, il y en a plein qui existent. Mais quand les gens ils disent que ce n'est pas rentable, c'est qu'ils prennent juste un élément puis qu'ils disent, ben là, au niveau des légumes, tu sais, mais moi, je le vois aussi, tu sais, quand on a créé notre ferme, on ne s'est pas juste créé une job, là, on s'est créé un mode de vie, on s'est créé la possibilité d'être autosuffisant, la possibilité d'économiser sur justement des aliments qu'on n'aurait pas à acheter. De pouvoir, on économise sur les frais de garde parce que moi, je suis capable, grâce à ma ferme, de faire l'école à la maison, de garder mes enfants quand ils sont malades facilement parce que j'en ai une qui va à la garderie. Fait qu'on ne se magasine pas juste un salaire, là, on se magasine vraiment un mode de vie. Puis c'est ça que j'aime dans la permaculture, c'est que c'est circulaire plutôt que d'être, comme tu dis, en silo, là. Puis en même temps, ça peut être aussi très productif. Il y a des fermes présentement qui ont utilisé la permaculture pour se développer. Et oui, les légumes, c'est très rentable. T'sais? Puis on peut les regarder. Il y en a de plus en plus là, qui partagent leurs chiffres. Ça reste un challenge. Les gens ne sont pas. C'est pas typiquement ce qu'ils font, te dire combien je fais d'argent, puis, etc. Mais on est capable de voir que ça peut être très rentable. Mais ultimement, la vraie rentabilité d'une entreprise, c'est l'ensemble de ses produits, l'ensemble de ce qui est fait. Donc, quand on regarde la vraie rentabilité, si on prend juste l'agriculture, on peut dire, OK, oui, c'est bien. Mais quand on regarde tous les autres aspects, les économies, comme tu le dis, sur ma propre alimentation, c'est quoi la meilleure manière de gagner de l'argent? C'est de ne pas la dépenser. On met tellement d'efforts à travailler, puis on est payé un certain salaire, mais on paye tout plus cher que ce que nous, on est payé presque. C'est quasiment ça. Donc, si je ne dépense pas cet argent-là pour mon alimentation, si je ne dépense pas cet argent-là pour mon entertainment, moi, je suis bien chez nous. Je n'ai pas besoin de voyager dans le sud. Je n'ai pas besoin d'aller dans le sud, là. Je suis bien chez nous. J'ai un super bel environnement. Comme tu dis, c'est un mode de vie. Donc, oui, définitivement, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Puis, c'est la joie. Bon. Dernière question de Monica. Elle demande, est-ce que tu offres un service de consultation? Oui, tout à fait. Juste aller sur mon site web, designécologique.ca. Mon offre de service est là, générale. Vous avez juste à m'envoyer un petit courriel ou m'appeler. Ça va me faire plaisir de jaser de votre projet. Puis moi, je suis là de n'importe quelle manière vous en avez besoin, que ce soit simplement pour reviser votre plan de ferme, par exemple. Ça peut être un bon exemple. Reviser le plan de ferme, reviser certains aspects de votre travail, jaser de ce que vous voudriez développer, vous cherchez des idées. Je suis là pour ça. Puis je suis aussi là, je peux faire des visites si c'est dans une région, là, idéalement autour de Montréal, mais je peux me rendre jusqu'à Québec. Merci, Owen. Fait qu'on va terminer le live. Raccroche-toi, on va se parler après. Super, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis ceux qui vont écouter par la suite. Vraiment, vraiment intéressant. Je vais fermer le live, je vais essayer de ne pas te raccrocher au nez comme. C'est bon. Salut tout le monde. Bye. Merci, Lauriane.